Alors, hello tout le monde. Donc, comme la dernière fois, si jamais je parle comme ça, et si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre sur le channel questions dans le Discord, parce que comme ça c'est plus pratique, et je vois directement sur le côté. Et puis sinon, je pense qu'on peut commencer. Donc, la dernière fois, pour faire un petit résumé, on avait vu le concept de variable, on avait vu les différents types des variables. Donc, il y avait du texte, il y avait les nombres entiers, les nombres à virgule, et on avait fait le rapprochement, et on avait vu la proximité qu'avait la programmation avec les maths. Évidemment, on avait commencé par installer Python et on avait surtout bien discuté du fonctionnement de l'éditeur. Donc, si je le rouvre là-dessus, donc c'est ça, c'est là-dessus qu'on va travailler et c'est le seul éditeur qu'on va utiliser. Qu'on avait vu en détail comment faire un nouveau fichier, etc. Et qu'on écrivait le code qu'on voulait garder là-dedans. Et que ça, c'était juste histoire de faire des tests et de lancer le programme. En fait, ça, c'est l'interpréteur. Et ça, c'est notre code. C'est comme du texte. C'est ce qu'on avait discuté. Euh, on avait fait un premier programme aussi qui s'appelait Personne, dans lequel on décrivait justement une personne avec l'âge, etc. Tout ce que ça peut avoir. Et on avait commencé à étudier les conditions et les comparaisons. Là, je pense qu'on va commencer par corriger les exercices. Peut-être vous expliquer un peu si jamais vous avez des questions par rapport aux exercices. Alors, si je retourne, si jamais j'ai fait, vous pouvez retélécharger l'aide-mémoire en entier parce que j'ai rajouté mes propres corrigés parce que ça c'était ceux de l'année passée et je vais vous montrer il y a quelques, pas des erreurs mais des trucs qui sont pas exactement comme moi j'aurais fait du coup voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors dans la brochure, on va juste la rouvrir, aller aux exercices pour avoir les données exactes. Donc le 1 c'était quelque chose d'assez simple, on avait juste trois variables A, B, C euh, et on devait assigner les valeurs 3, 5, 7 et après effectuer ces opérations-là. Donc on avait parlé des opérations la dernière fois, on avait dit quelles opérations étaient liées à quoi. Euh, donc ça c'est le corrigé qu'il y avait l'année passée et je vais vous expliquer comment il a été rédigé et comment, comment vous auriez dû faire plutôt. C'est comme ça, comme on avait vu la dernière fois. C'est peut-être un peu plus propre et un peu plus juste. Alors, les corrigés, Maya, juste, tu vas dans le OneDrive, je vais te renvoyer le lien si tu veux. Euh, je sais plus où est-ce que j'ai mis ça maintenant. Non, c'est le bordel. Voilà, c'est ça. Ok, je vais renvoyer le lien de l'aide-mémoire. Voilà, je vais le renvoyer dans Horaires et Informations si jamais. Comme ça, tu peux juste cliquer dessus et ça télécharge tout le fichier. Dis-moi si c'est bon. Et après, dans l'aide-mémoire, c'est dans brochure. Donc là, tu as la brochure et là, tu as le corrigé directement. Voilà, dis-moi si c'est plus clair. Donc, l'exercice c'était d'assigner les trois variables à des nombres et après de faire des opérations avec ces nombres et d'afficher tout le résultat. Donc là, en fait, ce que la personne qui a fait ce corrigé a fait, c'est qu'il a assigné les trois valeurs aux trois variables en même temps. Mais ça, personne ne fait jamais ça en fait. C'est super bizarre parce qu'après, on a du mal, c'est très peu lisible et on a du mal à savoir quel nombre et à quelle variable. En fait, c'est quelque chose qui se fait très peu. Mais il faut savoir, je peux vous expliquer que ça se fait en fait. De cette manière-là, si on sépare les variables avec des virgules, en fait, quand on met le égal, on peut séparer les valeurs à des virgules, et après la première variable sera assignée au premier nombre, la deuxième au deuxième, etc. Mais ça, c'est très peu pratique à utiliser, je trouve. Enfin, moi, j'utilise jamais ça. Et du coup, je vous montre, ça, c'est beaucoup plus simple selon moi. On dit A égale 3, B égale 5, C égale 7. Euh, Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les espaces que je mets là, on peut complètement les retirer. Pareil pour les lignes, les sauts de ligne, on pourrait tout retirer autour des plus, etc. C'est juste pour que ce soit plus lisible, je trouve que c'est plus agréable à lire quand il y a des espaces et que c'est un peu aéré, et là ça fait un peu coller. C'est un autre truc, mais ça c'est pas du tout obligatoire du tout.
Ensuite là, on affiche les trois nombres. Et comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu ça, c'est séparer les virgules dans le print. Donc là, pour afficher nombre A de points, virgule A, il a écrit pour afficher le nombre A, c'est 3. Et bah en fait ça c'est quelque chose qui existe aussi mais que je trouve assez bizarre à faire parce que c'est une spécialité de la fonction print. Donc je vais essayer de vous montrer ici un exemple. Ce qu'on a vu la dernière fois, donc c'est sur le corrigé que moi j'ai rédigé, c'est le nombre point A de points plus str de A, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas additionner du texte avec un nombre, parce que ça n'a pas de sens d'ajouter du texte et un nombre pour un ordinateur. Il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Du coup, d'abord, on doit convertir ce nombre en texte avec la fonction str, et après, on peut additionner du texte avec du texte. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation de texte, en gros. En anglais, ça s'appelle string. En fait, ça s'appelle de la concaténation en français, mais ce mot, il ne veut pas dire grand-chose, je trouve. Mais en gros, c'est jouer avec les caractères et additionner et soustraire du texte, ce qui n'est pas forcément évident, mais enfin, en tout cas, pas pour l'ordinateur. Du coup, il faut bien définir ça à l'avance. Donc, on va voir que si on écrit print et que dedans on met euh, Lucas A. Ensuite, on peut mettre une virgule. C'est une manière de faire que je trouve un peu bizarre, mais je vous la montre quand même parce qu'elle est assez facile. Peut-être vous préférez pour vous pour la retenir. 17. Donc là, je mets un nombre directement. Et après, je rajoute du texte. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est comme si j'avais fait trois fonctions print, en fait. Une pour cette partie-là, une pour cette partie-là, et une pour cette partie-là. Et en fait, ça marche parce que quand on affiche un nombre, quand on utilise print et qu'on met pas du texte, mais qu'on met juste un nombre, là, ça fonctionne. Ça va afficher le nombre. Donc si j'appuie sur Enter, on voit que ça fait une jolie phrase. Et ces espaces, comme j'ai dit avant, c'est des espaces que je mets juste pour la lisibilité. Comme vous pouvez voir, il y a une différence, c'est que là, j'ai pas besoin de mettre d'espace, alors qu'avec ma technique, qui est plus propre, disons, ou je sais pas comment on peut dire, c'est une autre manière de faire. Si on fait ça, et qu'on met pas d'espace ici, et ben on aura 17 en et A qui est collé tous ensemble. Parce que lui, il va juste prendre ça, il va dire que c'est 17 en texte, et après, il va le coller ici et ici. C'est pour ça qu'on a cette différence. Donc ça, c'est une manière de faire. En fait, dans Python, il y a énormément de manières de faire ça et d'additionner du texte avec des nombres. Et ça, c'en est une qui est assez pratique, plus lisible peut-être, mais un peu bizarre au niveau conceptuel et au niveau des types pour l'ordinateur. Donc là, il y a quelque chose qui se fait derrière et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se fait derrière. Et en fait, ce qui se fait derrière, c'est ça, concrètement. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, dans mes corrigés, j'utiliserai plutôt cette notation-là. Mais il faut savoir il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui existent. Une autre qui est assez pratique que j'utilise dans mes programmes plutôt que je fais moi-même, que je trouve vachement plus lisible, mais après, à un point de vue conceptuel, elle est un peu plus difficile, mais je vous la montre quand même. En fait, vous écrivez votre texte normal, et là où vous voulez remplacer des choses, vous mettez des accolades, et dedans, vous mettez un nombre qui commence à 0, et après, vous continuez votre texte. Par exemple, Anna a... là, on va prendre un nouveau nombre, donc on va mettre le chiffre d'après, donc 1. Et là ensuite, après ça, on peut écrire une fonction. Enfin, c'est pas vraiment une fonction, c'est on applique quelque chose à cette chaîne de caractères. Ça, vous n'êtes pas obligé de retenir ou de copier, c'est juste, je vous montre, hein. Ah, Maya, mais pourquoi on peut pas juste mettre A égale 3 et ensuite entrer? Je comprends pas bien ta question. Tu parles de ça et ça, ou bien tu parles d'autre chose? Donc là, juste, on peut écrire ça. Après, on peut remplir. Donc le premier nombre qu'on va mettre dans ces parenthèses, il va aller à cette place-là. Donc on va mettre 17. Et on va dire que Anna, elle a 20 ans. Et dans ce cas-là, ça va remplacer cette accolade et ce 0 par 17, vu que c'est le premier nombre. Et le 1 par le 20. Et voilà. Comme ça, on n'a rien besoin de mettre des plus ou de couper la phrase, etc. Et on voit bien les espaces où est-ce qu'ils sont par rapport aux chiffres. Mais ça, c'est une méthode un peu plus avancée. Je vous demande pas forcément de la retenir. Après, si vous aimez bien, je vous l'ai montré une fois.
euh, print nombre, etc. Euh, Tu dis la consigne ne demande pas ça? Je pense que c'est ça que tu veux dire. La consigne, elle demande pas forcément d'afficher le nom, mais après, elle demande d'afficher le résultat, etc. Donc, de toute façon, tu auras besoin de faire ça à un moment. Mais après, si tu utilises la fonction print juste sur un nombre, ça va marcher normalement. Ce qu'il faut pas, c'est mettre deux différents textes, enfin deux différents types en même temps. Là, tu mets du texte et un nombre. C'est pour ça que ça pose problème. Et un autre problème que tu peux avoir, c'est si tu veux écrire euh, l'addition 17 plus 3. Bah, est-ce que tu veux écrire 17 plus 3 et dans ce cas-là, lui, en fait, là, ce que tu fais, c'est qu'il va additionner pour toi et t'afficher les résultats? Ou bien est-ce que tu vas afficher vraiment le fait de faire 17 plus 3, je sais pas comment expliquer. Dans ce cas-là, tu dois faire du texte de cette manière. Et dans ce cas-là, ça va t'afficher 17 plus 3 en fait. Ça, c'est du texte et ça, c'est des maths. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Mais ça, on en avait déjà pas mal parlé la dernière fois. Donc, j'espère que c'est compris. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me redire. C'est pour ça que j'expliquais juste ça parce que dans les corrigés, j'utilise tout le temps cette méthode-là que je trouve un peu moyenne parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe derrière. Ok, cool. T'as compris maintenant, je pense? J'espère en tout cas. Donc là, c'est pour ça que moi j'utilise cette notation parce que je trouve que c'est plus clair ce qui se passe pour le programme. Voilà, je vais pas me répéter non plus. Ensuite, donc là, la consigne demandait d'exécuter cette opération. Il faut savoir aussi que en Python, la priorité d'opération est respectée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la division entière. Donc il va d'abord faire ça et après il va faire A moins ce résultat-là. Et ça, on stocke ce résultat-là dans le, dans la variable qui s'appelle D. Donc c'est une nouvelle variable et on stocke ce résultat dedans. Après, on crée une nouvelle variable encore qui s'appelle E et on stocke le résultat de cette opération dedans. Et après, on affiche tout ça. Donc on dit nombre ouais, ou résultat, j'aurais pu mettre, peu importe, de cette opération-là. On intègre le résultat, donc qui est la variable D, et on la convertit en texte pour qu'on puisse bien l'ajouter. Et on marque juste que c'est une division entière. Et après, là, c'est une division euclidienne, donc ça veut dire que ça va juste nous donner le quotient, il me semble. Si jamais vous vous rappelez plus, vous pouvez toujours justement aller dans l'aide-mémoire que j'ai fait. C'est très pratique, typiquement pour ce genre de truc, parce que ça, c'est détaillé dedans. On voit que ça donne la division. Attention, le type du résultat est toujours un float. Donc ça va donner vraiment euh, exactement le résultat. Et ça donne juste le quotient. Voilà, comme ça on sait. Et après, on affiche un peu tout ce qu'on a, donc le nombre A, le nombre B, le nombre C, et tous séparés par une virgule. Et donc si on lance le programme, ça nous donne bien ce qui était demandé. On a nombre A, nombre B, nombre C, après le résultat de la division euclidienne, et tout affiché en gros. On réaffiche tout pour le plaisir. J'en sais rien, c'est pas moi qui fais l'exercice. Mais voilà. Donc ça c'était pour le 1. Le 2, il est très très similaire, je pense pas qu'il y a besoin de particulièrement le commenter. C'est un peu la même chose, c'est juste qu'on calcule un volume. Donc on crée une hauteur, une largeur et une profondeur pour le volume. Après, comme on sait, la formule du volume, c'est largeur fois hauteur fois profondeur. Juste un petit truc qui est important en programmation, c'est toujours bien si vous nommez vos variables. Comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas obligé de le nommer juste par une lettre A, B, C. Après, en fait, si on fait ça, on s'y perd un peu. Donc, qu'est-ce que c'était A? Attends, je me rappelle plus. Quand on a 5, 6 variables, on commence à se perdre. Donc, c'est bien toujours de mettre les noms en français simplement. Et comme ça, on sait exactement qu'est-ce qui est quoi. Là, on a pris volume. Et du coup, on sait que la formule du volume, c'est largeur fois hauteur fois profondeur. Après, on affiche juste si la largeur vaut, on rajoute la valeur de la largeur convertie en texte, etc., etc., comme on a déjà vu plein de fois. Donc ça, c'est pour l'exercice 2. Juste voir si j'avais pris d'autres notes pour vous. Oui. Dans l'exercice 3, on nous demandait exactement la même chose que dans l'exercice 2, mais cette fois-ci, le volume, il pouvait être, enfin les largeurs, hauteurs, profondeurs, les valeurs pouvaient être entrées par l'utilisateur. Donc là, on avait vu la dernière fois comment faire avec la fonction input. Je vais juste rajouter des espaces là. Ok. Donc on avait vu qu'il faut utiliser la fonction input pour demander une valeur à l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Euh, on est obligé de revenir à la ligne après les prints. Euh, je pense que oui, tu es obligé de revenir à la ligne après les prints.
Je suis pas sûr, mais je pense, et c'est comme ça, c'est plus lisible aussi. Et si tu veux tout ajouter dans une phrase, en fait, c'est possible, hein, Sébastien. Euh, Là, j'ai juste fait ça pour que ça s'affiche sur différentes lignes. Je vais te montrer. Donc, là, j'ai fait ça pour que ça s'affiche sur différentes lignes. Tu vois, j'ai mis une petite virgule. Comme ça, si on lance le programme, ça s'affiche sur des lignes différentes. Maintenant, si tu veux que tout s'affiche sur la même ligne, tu peux bien évidemment prendre ce qu'il y a dans Sprint et l'ajouter à la suite de celui-là. Et dans ce cas-là, tu auras les deux choses dans la même ligne. Mais tu vois, c'est vraiment pas pratique après pour le lire parce que tu dois te déplacer comme ça dans le fichier, donc c'est assez pas pratique, mais ça marche très bien. Du coup, là, les deux lignes que j'avais avant seront sur la même ligne. Je sais pas si c'est clair, mais ok, c'est clair, parfait. Donc, je vais juste corriger ça parce que je trouve que c'est mieux si on affiche sur différentes lignes, c'est plus lisible en fait. Mais ça, c'est simplement pour l'utilisateur. Après, t'es pas obligé hein, de faire tout ça. C'est juste ça, c'est comme tu veux après. C'est libre à toi de décider. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, donc cette partie-là, c'est exactement la même. Ça, c'est très pratique. On peut juste reprendre l'exercice d'avant. Ce qu'on change, c'est largeur, hauteur, profondeur, comment on les utilise. Donc on utilise cette fonction input. Et après, donc ça, on peut entrer ce qu'on veut dedans. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est un nombre à virgule, au pire des cas. Ce qui serait mieux, c'est un nombre entier, mais on va prendre le pire des cas. Le pire des cas, le seul truc qu'on peut rentrer pour la largeur, hauteur, profondeur de notre parallélépipède rectangle, c'est un nombre à virgule. Donc on va convertir ce que nous donne l'input, parce que l'input, nous, ce qu'on rentre quand on écrit dans la console, je vais peut-être vous faire une petite démo. J'ai plus mon truc. Voilà. Nous, ce qu'on rentre dans la console, quand on utilise la fonction input, euh, je vais juste mettre ça. Donc là, ce qu'on va rentrer, nous, c'est du texte. Donc le programme, il va directement penser que c'est du texte. Ça, on avait déjà vu la dernière fois, mais je répète juste pour que ce soit clair. Donc je vais écrire texte, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a des guillemets. Donc c'est du texte, ce qu'il nous donne. Quand il récupère ce qu'on a tapé, il va nous donner un type de texte. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas du texte. On peut pas multiplier du texte, etc. n'importe comment. Et bah en fait, on va justement directement, dès qu'on a pris l'input, convertir en nombre à virgule avec la fonction float. Float, si vous vous rappelez pas, vous pouvez aller dans l'aide-mémoire, ça convertit euh, ce qui est entre les parenthèses en nombre à virgule. Et on voit ça ici. Float de 4,3 en texte, ça transforme le texte en nombre à virgule. Donc voilà, ça c'est un petit truc à bien comprendre. Dès que vous faites un input, il faut directement convertir au type que vous voulez. Parce que sinon ça va poser des problèmes après. Euh, D'ailleurs, en parlant de multiplication de texte, ça m'a fait penser, il y a quelque chose d'assez marrant que on peut faire. Si j'écris Lucas avec un espace, donc ça c'est des caractères, il y a 6 caractères, les 5 de mon prénom, et après un espace, et qu'on fait une multiplication par 3, vous allez voir ce qui va se passer, c'est assez marrant. Il va écrire 3 fois mon nom dans le même, enfin 3 fois ces caractères-là, dans le même texte. Donc c'est des choses qui sont possibles, et pour éviter ces erreurs-là, qu'on ne voudrait pas qu'elles arrivent, et ben, il faut directement convertir dans le bon type qu'on veut. Donc ça c'est un point important, il fallait que j'insiste dessus. Sinon, oui, après l'exercice 4, c'est un truc qui convertit un nombre de secondes en mois, jours, années, etc. Euh, donc ça, c'était quelque chose d'assez facile au niveau de la programmation si vous avez réussi les précédents. Ce qui était un peu plus difficile, c'est les maths derrière, parce que là, on utilise justement l'opérateur de modulo et l'opérateur du quotient. Donc là, on cherche soit le quotient de la division, soit le reste, parce qu'après, on veut prendre. Par exemple, on peut faire juste pour les minutes, ouais, ou pour les années. Donc là, on a un nombre n qui est un nombre de secondes. Et comme vous pouvez voir là, directement, on convertit en nombre entier. Parce qu'on veut qu'un nombre entier de secondes, vu que c'est l'unité la plus basse dans laquelle on veut aller. Donc on veut qu'un nombre entier de secondes. Euh, Donc pour les années, c'est pas compliqué. Le nombre d'années, c'est... Ah non, ça c'est plus tard. Le nombre de minutes. Ben, on va diviser les secondes par 60. Mais est-ce qu'on veut le reste de l'addition ou de la division, pardon, ou bien est-ce qu'on veut le quotient de la division? Et ben là, en fait, on veut juste le reste parce qu'on veut savoir combien de minutes il reste une fois qu'on aura fait toute cette histoire, etc. Donc ça, c'est juste plutôt des maths. J'espère que vous avez compris.
Une question qui est en train d'être posée par Gaël. Euh, oui, à chaque fois, tu redéfinis la variable n. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire sans aucun problème. Si tu écris par exemple n égale 3, oups, alors là, maintenant, si j'affiche ma valeur de n, c'est 3. Maintenant, ce que je peux faire, c'est n, il est égal à n, allons-y, divisé par 3. Oups, j'ai mis une majuscule, ça fait exprès. Divisé par 3. Du coup, n maintenant, si je le raffiche, il vaut 1, 1,0 parce que les divisions ça retransforme en nombre à virgule. Tu vois ce que tu peux faire? C'est quelque chose que tu peux faire qui est très pratique. Tu peux juste changer les valeurs des variables sans aucun problème. Tu peux même dire maintenant, n, je veux plus qu'il soit égal à du nombre, je veux qu'il soit égal à un texte, à mon prénom. Hop. Et maintenant, si j'affiche n, c'est mon prénom. Tu peux directement faire des trucs comme ça en fait. Tu peux changer les variables comme tu veux. Ouais, en fait, le programme, il se lit, effectivement, il se lit ligne par ligne. Donc, il va commencer là, comme nous, hein. Il va lire ça, mais il va lire par instruction. C'est-à-dire là, il voit n égale, ok, je crée une variable n et je lui attribue ce qui va suivre. D'abord, je dois faire la fonction input, donc je vais directement lui demander, et une fois que j'aurai le résultat, je convertis en nombre entier. C'est ligne par ligne, mais après, dans les lignes, c'est un peu différent. C'est pas forcément gauche à droite. Et la priorité des opérations, elle est respectée. Par exemple, ça, c'est un exemple qui montre que c'est pas forcément de gauche à droite. Tu peux écrire 3 moins 4 fois 2. Il va d'abord faire 4 fois 2 et après il va le mettre en négatif et lui ajouter 3. Ok, parfait, si t'as compris. Donc là, on a vu les 4 exercices. C'est assez basique, c'est ce que je vous avais montré surtout la dernière fois. Normalement, vous avez tous les moyens pour y arriver maintenant. Si vous n'aviez pas compris quelque chose, vous pouvez toujours me le redire. Donc maintenant, aujourd'hui, on va continuer dans les comparaisons qu'on avait fait les dernières fois. Je vais juste reprendre quelque chose de vierge, que ce soit un peu plus lisible. Donc la dernière fois, on avait commencé avec le programme. Je vais le reprendre dans mes fichiers. Avec le programme Person, on avait commencé à voir les if, elif et else. Donc ça, juste pour expliquer rapidement, if ça veut dire si. Donc si ça c'est respecté, si ça c'est vrai en fait, alors on va faire ce qui est décalé. Vous voyez, là c'est décalé, c'est décalé, c'est décalé. Après, si ça c'est respecté, on va faire ce qui est de nouveau décalé. Donc là c'est décalé, on va faire ça. Et ça c'est si ça c'est pas respecté, mais que ça c'est respecté. Et après, s'il n'y a rien qui a été respecté, alors on fait ce qui est décalé. Est-ce que vous avez compris? Ça c'est clair pour tout le monde toujours? Ou est-ce que j'ai besoin de réexpliquer un peu? Après, ce qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est dans la partie qu'il faut être respecté. Ouais, je l'avais déjà envoyé. Tu peux directement le télécharger dans Horaire et Information. C'est toujours le même, je crois. À moins que j'ai changé sans faire exprès, mais normalement c'est le même. Donc, si c'est clair pour tout le monde, c'est parfait. On va juste s'attarder maintenant sur ça. Parce que ça, c'est en fait, c'est des conditions. Comme on fait en maths normale, il y a vrai et il y a faux, comme on avait vu la dernière fois. Donc ça, c'est un type qu'on avait vu qui s'appelle valeur booléenne. Donc on peut faire maintenant des opérations avec ça. Par exemple, vrai plus faux. On avait vu en première année, ça donne faux. Non, non, ça donne vrai. Ok, j'ai dit de la merde. En fait, lui, il va me renvoyer 1 ou 0. 1, ça veut dire vrai, et 0, ça veut dire faux. Donc, on sait que il y a des opérations pour les vrais ou faux. Et si jamais vous vous rappelez plus, rien ne vous empêche d'aller regarder euh, sur Internet comment voir. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va en voir aujourd'hui. Voilà, par exemple, typiquement, le, l'inversion. Par exemple, on peut faire le symbole d'inversion ou note en anglais, c'est le point d'exclamation en Python. Donc ça va inverser une condition. Pourquoi ça marche pas cette merde? Euh, Oui, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Euh, Est-ce qu'il faut mettre un espace ou est-ce que ça se met pas ça? Ça se met pas comme ça, parfait. Alors, est-ce que ça marche? Ok, visiblement c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, ah oui, c'est comme ça, je me suis trompé. Donc là, en fait, on va dire, ça veut dire note en anglais. Donc si on lit
enfin, si on traduit en quelque sorte cette phrase, on voit que 1 enfin, on demande si 1 il est pas égal à 1. Et donc dans ce cas-là, ça va mettre faux, parce qu'évidemment que 1 c'est égal à 1. Et après, ce que je vous parlais ici, c'est les opérations sur des conditions. Par exemple, si on fait euh, false or true, donc là on demande euh, or, ça veut dire ou. Donc si on prend faux ou vrai, en fait, ce que ça va me répondre, c'est vrai, parce qu'il y a une des deux qui est vraie. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en première année de macOS, et c'est toujours valable dans la programmation. Je suis pas sûr que c'est très clair, mais je vais vous montrer avec des exemples, ce sera peut-être plus clair. Donc, si on reprend notre programme personne, on peut lui demander euh, si la personne, elle a plus que 18 ans et qu'elle est masculine. Donc on peut faire if, je vais reprendre ça. Donc si son âge, il est plus grand que 18 ans et, simplement, on met juste en anglais, and, son sexe, c'est masculin, alors on peut lui afficher vous avez 18 ans et vous êtes un homme. Donc on va faire ça simplement. Euh, on va même faire ça. On va reprendre directement ce que j'ai écrit, ce sera plus simple. Hop, j'ai pas pris. Non, c'est pas celui-là. Putain, je fais n'importe quoi. Ok. On va reprendre son prénom. On va dire est majeur et a plus que 18 ans. Non, est un homme. Ah, je m'en sors pas. J'ai seulement ça quand ça ouvre. Oui, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, mec. Il faut que tu lances avec l'éditeur. Donc pour rouvrir un programme, si vous double-cliquez dessus, là ça va l'exécuter en fait. Ça va faire la même chose que si vous faites run module. Ça va faire exactement ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, là on veut l'éditer. Il faut faire clic droit dessus. Après tu fais Edit with IDLE et après tu cliques là-dessus. Et là ça va te l'ouvrir. Ou bien dans l'éditeur, tu fais File, Open, et là tu vas le chercher directement et tu cliques dessus et ça l'ouvre. C'est exactement ce que je t'ai expliqué un peu avant. Donc là, on vérifie si cette condition-là et que cette condition-là sont respectées, alors on va exécuter la suite. Après, on peut aussi faire euh, si si s'il est plus petit que 18 ans et que son sexe il est féminin. Donc là, on peut demander ou aussi. Soit il est plus petit que 18 ans, soit son sexe est féminin. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on peut mettre et soit mineur ou est une femme. Voilà, comme ça, on peut faire quelque chose comme ça et on peut vérifier que ça marche. On va créer moi, du coup, votre âge. Attendez, je vais essayer de mettre un truc qui marche. Donc on va dire que j'ai 19 ans pour l'expérience et que je suis masculin. Donc voilà. Euh, Pourquoi ça met true? Qu'est-ce que j'ai fait là? Lucas a 19 ans. Ah oui, là j'ai remplacé mon truc, génial. Ah, c'est parce que là j'ai fait une erreur quand j'ai copié-collé. Ah oui, d'accord, je me rappelle ce que j'avais fait. Hop, voilà, comme ça. Petite erreur de ma part. Quand j'ai copié-collé, j'ai effacé le truc. On va réessayer. Je m'appelle Lucas, 19 ans et là. Voilà, maintenant ça marche. Lucas a 19 ans, Lucas est majeur et est un homme. Voilà, donc j'espère que vous avez tous compris. Donc ça, c'est juste des petits trucs qui permettent de faire des double checks en fait,
ou de choisir si soit l'une soit l'autre est vraie. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va voir un truc qui est assez pratique, qui permet d'intervertir deux variables. Donc, je vais créer un nouveau fichier, un nouveau programme, que je vais mettre dans le fichier deuxième cours, enfin dans le, ouais, new file. Du coup, je crée un nouveau programme, je l'enregistre directement, comme on avait vu la dernière fois. Je vais sous le bureau, dans le truc qui s'appelle Python cours 3M6, deuxième cours, et je vais faire un fichier qui s'appelle intervertir. Hop, et voilà. Maintenant, j'ai un nouveau fichier prêt à être écrit. Donc dedans, on va voir comment échanger deux variables de deux manières différentes. Et vous allez voir qu'il y en a une qui est très pratique par rapport à l'autre. Donc, on va d'abord demander à l'utilisateur d'entrer deux variables. Une première qu'on va appeler x et la deuxième qu'on va appeler y. On va dire, pour que ce soit plus simple, que c'est des nombres entiers. Donc on va demander, enfin c'est pas forcément plus simple, c'est juste comme ça on se met d'accord, à l'utilisateur d'entrer un nombre entier. Donc ça c'est comme on avait vu plusieurs fois. Et on va lui demander spécifiquement d'entrer la valeur de x. Entrer la valeur de x. Si jamais j'enverrai ce fichier après, donc plutôt que de copier, si vous regardez, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Comme ça vous comprenez mieux. Ou bien si vous voulez écrire en même temps, il n'y a pas de problème. En majuscule X et Y. Alors, c'est toi qui choisis. Soit tu les mets tous en majuscule, soit tu les mets tous en minuscule. Il faut juste que ce soit la même chose. Je crois qu'en Python, il fait la différence. Si je fais X égale 1, si jamais tu peux tester, tu t'affiches la valeur de X majuscule, il va dire qu'il n'existe pas en fait. On n'a pas défini de X. Par contre, si tu mets X minuscule, alors là, il existe bien. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux toujours tester par toi-même si tu veux vérifier. Dans la petite partie pour vérifier, comme tu vois. Mais donc, moi, j'utilise des minuscules. Après, si tu veux utiliser des majuscules, tu peux. Donc là, on va lui demander d'entrer deux valeurs, la valeur de x et la valeur de y, qu'on va convertir en nombre entier après coup. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est afficher la valeur de x. Si jamais ça c'est exercice 8.5, hein, j'ai juste repris pour vous expliquer parce que vous ne pouvez pas deviner vous-même. Mais exercice 8.5, il vous demande juste d'inverser deux variables. Et donc, on va afficher la valeur de x. Et là, on va utiliser la conversion pour pouvoir utiliser la valeur exacte. Faut me dire si jamais vous avez des questions, hein. Sinon, je pars du principe que vous comprenez. Et après, on va faire pareil pour Y. Donc là, on est d'accord, ça n'a rien inversé du tout. On va tester, voir si ça marche. Donc là, il devrait juste m'afficher les trucs comme je l'ai dit. Donc je vais dire x égale 9 et y égale 8. X égale 9, y égale 8. Donc là, on sait que notre programme, il fonctionne. Juste ajouter un espace ici. Voilà. C'est juste de nouveau préférences. Donc maintenant, ici, il faut qu'on fasse quelque chose pour les inverser. Alors, la première idée qu'on pourrait avoir et qui serait la plus logique, si on n'avait pas d'astuce, on ferait comme ça. On crée une nouvelle variable pour stocker la première. Donc par exemple, euh, on peut plus l'appeler x, on va l'appeler, appelons-la z. Mais z, on veut que ce soit la valeur de x. En fait, je vais directement vous montrer l'astuce parce que ça sert à se compliquer la tête. En Python, comme on a vu dans l'exercice 1, le corrigé de l'exercice 1, on peut on peut définir des variables avec des virgules. Par exemple, on peut dire a, virgule b égale à 2,3. Dans ce cas-là, a, il vaudra 2 et b, il vaudra 3. Nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez similaire, mais juste on va utiliser x et y. On va dire que x, il vaut y et que y, il vaut x. Et là, en fait, c'est très subtil, mais là, en fait, on a inversé les deux variables. C'est-à-dire que x, maintenant, on l'a défini par y, et y, on l'a défini par x. Et on est obligé, en fait, de le faire sur une seule ligne, parce que si on le fait sur deux lignes, en fait, si on fait x égale y, j'ai oublié l'espace là, si on fait x égale y, après y égale x, sans majuscule, bah là, ça va rien faire, en fait, parce que x, il est égal à y, mais du coup, il n'y a plus de x. Le x, il vaut y maintenant. Il n'y a plus de valeur pour x qui est différente de y. On l'a supprimé en fait en faisant ça. Alors que là,
le fait de le faire sur une ligne, ça supprime aucune valeur, ça va juste les intervertir directement en fait. Il va voir ça plus comme un bloc et tout faire d'un coup en quelque sorte, simultanément. Donc là, si on essaye, qu'on fait le test, valeur de x, on va dire 9 et valeur de y 8, valeur de x 8, valeur de y 9. On a réussi à inverser les deux variables. Donc voilà, je vais vous envoyer ce fichier, enfin inverser, intervertir, c'est plus correct. Dans horaire et information, je vous passe le fichier intervertir. Voilà, comme ça vous pouvez directement le télécharger. Ok, maintenant on va utiliser un nouveau concept qui est assez cool, qui permet en fait de faire un peu plus que ce qu'on peut faire juste comme ça. Dans Python, il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de trucs, il y a plein de choses qui sont déjà faites, mais parfois on veut aller un peu plus loin que ce qui est déjà fait. Et par exemple, on va essayer de créer un nombre aléatoire. Donc on va faire un nouveau fichier et en fait dans Python basiquement, on va juste l'enregistrer avant que je vous explique. Nombre aléatoire. Hop. Dans Python, il n'y a rien qui permet nativement, donc sans rien importer, de créer un nombre aléatoire. Il n'y a pas de fonction qui permet de le faire toute seule. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des modules. Des modules, c'est des petits trucs que des gens ont programmés. Donc des gens qui connaissent bien Python, ils programment des choses et après ils l'ajoutent à Python. Mais du coup, pour l'ajouter à votre programme, pour l'utiliser après, il faut utiliser ce qu'on appelle un import. Donc on va importer ce programme, enfin ce petit bout de code en fait, directement dans notre programme. Donc ça se fait avec la commande import, comme ça. Et donc là, on va écrire le nom du module. Le nom du module qu'on veut utiliser, c'est random. Random, c'est un des différents modules qui est déjà installé sur votre machine. Donc, c'est déjà installé sur quand vous avez installé Python, il vient avec des modules de gens, mais qui sont connus, etc. Donc, c'est des modules vérifiés si vous voulez. Après, vous pouvez installer d'autres modules. Par exemple, YouTube, ils ont sans doute un module Python qui permet de retrouver leurs vidéos, etc. Après, on peut installer différents modules. Même moi, je peux créer un module, vous l'envoyez, et après, vous utilisez import le nom de mon module et vous l'avez. Et donc, comment utiliser ce nombre aléatoire, par exemple? Eh bien, c'est pas très compliqué. On a juste à utiliser une fonction, donc quelque chose qui est dans ce module. Donc, pour aller chercher quelque chose qui est dans ce module et le stocker dans une variable, on va appeler notre variable nombre et on va utiliser quelque chose qui est dans ce module. Donc, pour utiliser quelque chose qui est dans ce module, on utilise random. Donc, on appelle ce module, on va le chercher. Et à un point, après, ça va chercher un peu plus loin, en fait. Là, on va juste dans le module et après, on va dans random. Et là, ce qui est magique, c'est que ça nous met une petite fenêtre. Bon, ça, je savais même pas, c'est même pas obligé. Après, on peut la connaître par cœur, hein. Il n'y a pas grand-chose. Et on va chercher la fonction randint. Donc, ça, c'est une fonction. Donc, de nouveau, on met des parenthèses. Et la fonction randint du module random, c'est une fonction qui va générer un nombre aléatoire, mais int, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Ça veut dire les nombres entiers. Donc ça va générer un nombre aléatoire, mais un nombre entier. Et après, si on veut mettre des bornes, on peut mettre des bornes ici. Maintenant, je sais plus comment ça va. On va dire entre 0 et 1, on va mettre entre 0 et 1. Est-ce que ça marche comme ça? Je vais juste vérifier. Et après, on va afficher ce nombre aléatoire, simplement. Et donc là, on a créé un générateur de nombres aléatoires. Donc là, on a eu 1. Et si je le relance, on a de nouveau eu 1. Peut-être que la première borne n'est pas comprise. Je vais juste essayer euh, de mettre 2. À mon avis, la première borne, donc celle-là, elle est exclue de l'intervalle. Il faudrait que j'aille vérifier sur Internet. Donc là, on a de nouveau eu 1. Encore eu 1. C'est pas possible. Voilà, ok, là on est 0. Donc ça nous montre que la première borne, elle est même pas exclue. Donc les deux bornes sont inclus. C'est-à-dire que ça peut tomber sur 0, sur 1 ou sur 2. Et à chaque fois qu'on lance le programme, on peut avoir un résultat différent. Donc là, on n'a toujours pas eu de 2. Mais enfin bref, voilà, ah, voilà, on a eu notre premier 2. On pourrait s'amuser pendant des heures. Mais voilà, comment générer un nombre aléatoire à l'aide d'un module. Donc ça, c'est
comment importer un module et comment générer un nombre aléatoire à partir de ce module, simplement. Ça, c'est le premier module que je vous ai montré, c'est le module random. Après, comme je vous ai dit, il en existe énormément des modules. Euh, en fait, je vais vous envoyer tous les programmes, mais après. En soi, c'est quoi un module? Alors, en soi, concrètement, un module, c'est exactement ce qu'on est en train d'écrire. C'est un fichier .py comme ça, mais dedans, il y a plein de fonctions. On n'a pas encore vu comment créer ces fonctions, etc. Mais il y a plein de fonctions, de nombres, de variables stockées dedans, en fait. Donc là, si tu veux, on pourrait créer nous-mêmes notre module et après l'utiliser. Par exemple, si on veut utiliser toujours les mêmes variables, par exemple, on veut utiliser une variable A qui vaut 1, une variable B qui vaut 2, on pourrait créer un petit module qui s'appelle, j'en sais rien, qui s'appelle variable.py, et après on pourrait l'importer dans nos programmes et utiliser toujours A et B sans devoir les redéfinir à chaque fois. Un module, c'est un morceau de code Python que tu peux réutiliser après et dans lequel il y a des choses déjà faites en fait pour toi. C'est pas vraiment un fourre-tout, non. C'est plus comme, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est comme un livre de physique, on va dire un livre de physique ou un livre de maths, que tu connais pas ce qu'il y a dedans. Et après, tu peux utiliser les formules qu'il y a dedans, grâce à l'avoir en fait. Tu achètes le livre à la librairie, sauf que là c'est gratuit, mais enfin bref, ça va un peu loin. Tu vas chercher le livre à la librairie et après tu peux utiliser tout ce qu'il y a dans ce livre. Mais si tu vas pas le chercher, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Tu peux pas les utiliser. C'est comme des livres en fait, on va dire ça. Je pense module ça parle assez bien, mais en tout cas pour moi, mais peut-être c'est parce que j'ai l'habitude. Je vais peut-être montrer un deuxième exemple. Euh, on va refaire un fichier. Donc là, on voit clairement comment ça marche. Quand on programme, on crée plusieurs fichiers par utilisation, comme je vous ai expliqué la dernière fois, et on ne fait pas tout dans un seul. C'est toujours mieux de faire comme ça. Donc là, on va créer un nouveau fichier je cherche juste mon truc. Je suis aveugle ou quoi? Voilà. Euh, on va appeler attendre. Vous allez voir pourquoi. Dans Python, il y a un module qui s'appelle time. Time, c'est le temps en anglais. Donc on peut importer le module time. Et dans ce module time, il y a énormément de fonctions qui sont très pratiques, notamment une fonction qui s'appelle sleep. Donc sleep, ça veut dire dormir. Donc en gros, c'est une fonction qui va faire attendre le programme. Par exemple, on va afficher quelque chose. Donc normalement, il n'y a rien qui attend, hein. Le programme, il s'exécute le plus vite qu'il peut. Il donne tout ce qu'il a, il veut faire le... C'est grave ça. Qu'est-ce qui est grave? Le programme, il va essayer de faire le plus vite possible en fait. Il va exécuter le plus de choses qu'il peut le plus vite possible. Mais là, on va lui demander de faire une petite pause en fait. On va écrire attends 2 secondes, on va dire 3 comme ça on voit mieux, avant d'afficher la suite. Ensuite, on va faire la fonction, donc on va chercher le module time. J'ai eu ta question, je t'écris juste après la réponse, je sais pas trop ce que c'est. Euh, dans le module time, on va utiliser la fonction sleep. Normalement, elle s'affiche même si on fait ça. Donc là, c'est toutes les fonctions. Et là, on a sleep. Si vous voulez afficher ça, il suffit de faire d'appuyer sur CTRL et après sur espace. Sans doute sur les Macs, ça doit être commande, mais je suis pas sûr. Peut-être c'est CTRL quand même. Et donc là, vous avez toutes les fonctions qui sont très pratiques. Donc time, on peut utiliser la fonction sleep de time et on va mettre au milieu le nombre de secondes qu'on veut attendre. Euh, Là, on voit, si on laisse le truc s'afficher, on voit que dedans, on met des secondes. Donc on va mettre 3 secondes et après, afficher, euh, on va afficher, voilà. Donc là, notre programme, il devrait écrire quelque chose, attendre 3 secondes et afficher, voilà. On va vérifier si c'est juste. Là, il a affiché le début, il attend 3 secondes et il a écrit, voilà, c'est parfait. C'est exactement ça qu'on voulait. Donc ça, c'est différents modules qui permettent de faire différentes choses qui sont pas utilisables d'habitude en Python directement. Euh, Je sais pas ce que c'est, Samoya. Ça te le fait plusieurs fois ou ça te l'a fait juste une fois? Comment on sait que c'est time.sleep? Alors ça, c'est pas compliqué. Euh, Dans Google, tu as juste à taper module time Python. Voilà, parfait. Et là, tu trouves exactement tout ce qu'il y a dans le module. Euh,
Voilà, là, tu as exactement les fonctions avec leur description. Donc ça, c'est exactement ce que tu cherches, toi. Tu peux plus ouvrir Python. Ah oui, effectivement, c'est problématique. Euh, Quand tu tapes IDLE, ça ouvre plus rien? Ici, quand tu tapes IDLE, ça ouvre plus? Ça te met le même message ou ça te fait quoi? Ok, chelou. Je sais pas du tout, Maya. Essaye, j'en sais rien, redémarre ton ordi. C'est vrai que c'est assez embêtant si c'est ça. Je sais pas trop quoi te dire. J'ai jamais vu ça. Bref, je sais pas. Redémarre ton ordi et essaie de me dire si c'est réglé. Donc là, Sébastien, sur Internet, tu as toutes les fonctions. Et tu vois que tu peux lire les descriptions, mais en gros, euh, ça par exemple, c'est super stylé. Ça t'affiche. Non, c'est pas ça que je voulais. Euh, euh, Il y avait quelque chose qui affiche juste le temps. Je pense que c'est ça en fait. Voilà, ça c'est très stylé. Ça, c'est un petit programme qui va t'afficher. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. On va faire un nouveau programme qui s'appelle heure.py et on va l'ouvrir et le modifier. Dedans, je vais mettre ça. Non, je vais pas mettre ça. Je vais mettre ça. Voilà. Donc là, ça importe le module time. Après, ça crée une variable t et dedans, il stocke quelque chose qui s'appelle time.localTime. Ça, c'est une fonction qui va récupérer l'heure qu'il est, en fait. Et après, on va t'écrire une fonction. Donc ça va formater. C'est un peu compliqué, mais ça va formater. euh, D'ailleurs, c'est dans une ancienne version de Python. Faut écrire comme ça. Je suis même pas sûr que ça va marcher, en fait. Voilà, ça marche en fait. Parfait. Donc ça va t'écrire. On est mardi, donc Tuesday, euh, en mars, donc MAR, le 24. Et là, c'est l'heure qu'il est. Et on est en 2020. Donc ça, c'est assez stylé. C'est un petit truc qui t'écrit l'heure qu'il est. Donc ça, c'est dans le module time, de nouveau, tu vois. On utilise deux fonctions. On utilise time.localTime et time.ascTime. Et donc ça, tu le retrouves sur Internet, à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc. C'est pareil pour tous les modules. Tu trouves toujours une documentation, quelqu'un qui a écrit comment ça marche son truc. Parce que ça, c'est des gens qui l'ont rédigé. Bien sûr, ça marche aussi dans la ligne de commande. Ouais, c'est assez stylé, ouais. Dans la ligne de commande, ça marche aussi. Donc si j'écris import math, c'est un autre module math. Dans math, il y a des fonctions de mathématiques qui sont assez stylées. Et il y a aussi des variables. Par exemple, math.py. Donc là, on met pas de parenthèse parce que c'est pas une fonction, c'est juste une variable. On va aller dans le module math et chercher pi. Ça, c'est comme dire pour la suite le point. On va dans le module math et dans le module math, on cherche pi. Pi, c'est juste une valeur. Et là, on a la valeur de pi. C'est hyper cool. D'ailleurs, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec une fonction pour par exemple calculer la racine carrée. Donc, math, on va chercher dans le module math, sqrt pour square root, et là, on veut un nombre. Donc, square root, c'est racine carrée en anglais. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, voilà. Là, on sait comment faire des racines carrées. En fait, avec ce module math, il y a énormément de fonctions qui viennent, qui permettent de faire des maths un peu plus poussées. Il y a aussi sans doute math.cos, si on veut calculer le cosinus. Donc, math.cos de math.pi, tiens, on va y aller. Soyons fous. Ça donne -1. Et c'est parfait. On sait comment calculer le cos de pi maintenant, avec le module math. Donc tout ça, c'est des petites techniques et ça vient du module math. C'est des gens qui ont écrit ça pour nous, qui calculent le cosinus. Et de nouveau, si tu veux savoir toutes les fonctions, peut-être tu sais pas tout ce qu'il y a dans le module math, tu fais math, module Python, hop. Nous, ce qu'on utilise, c'est Python 3, si jamais vous voyez. Python 2, c'est une ancienne version qui est un peu différente. Ouais, sans doute qu'avec le cos, ça va être en radian. Donc,
Ça, typiquement, ça va être forcément mis dans la documentation. Donc là, tu vois toutes les fonctions. Là, il y en a plein que je connais pas. Factorial, tiens. Tiens donc, return x factorial as integer. Donc integer, c'est le nombre entier. Et voilà. Donc là, on sait comment faire factoriel. Donc on peut essayer, hein. Math.factorial, je crois que c'est ça. Ouais, factorial. De 3, allons-y. Ça me donne 6, parce que 1 fois 2 fois 3, ça donne 6. Et voilà, on sait comment faire une factorielle. Floor, c'est la partie entière. Euh, on va chercher des trucs comme ça. Donc il y a énormément de choses, hein. Là, on a l'exponentielle, typiquement. Là, on a le log. Log en base 10. SQRT, la racine carrée. Voilà, on y est. Trigonométrie. Cosinus, donc math.cos. Et là, on voit, c'est indiqué que c'est en radian. Donc voilà, si jamais vous ne savez pas, vous allez chercher des informations sur le module que des gens ont écrit pour vous, en fait, directement. Parce que ce module, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour vous. Et du coup, pour pas que vous vous trompez, eh ben, il a mis toute la documentation directement sur Internet pour que vous puissiez aller voir comment ça s'utilise. Et là, on voit que ça retourne le cosinus de x en radian. Donc voilà, c'est assez cool. Et il y a beaucoup de choses dedans, hein. Là, on a typiquement math.radian convertit un nombre x depuis les degrés en radians. Donc si on utilise math.radian de 90, ouais, on va prendre 180 directement, et on a de nouveau pi. Donc voilà, ça c'est assez cool, ça c'est pratique. Donc voilà comment utiliser les modules. Ça c'est quelque chose d'assez cool, assez pratique. Euh, on va faire un exemple qui met typiquement en lien ces modules. Et on va pour ça calculer l'aire d'un cercle en demandant le rayon à l'utilisateur. Ça pourrait être un exercice typique que vous pourriez rencontrer. Donc, est-ce que vous sauriez plus ou moins comment vous y prendre ou est-ce que pas du tout? Juste pour que je fasse un petit pointage. Essayez de répondre dans la partie question. Comme ça, je sais. Est-ce que vous sauriez vous y prendre plus ou moins ou est-ce que vous avez aucune idée? Ok, t'aurais de la peine, plus ou moins. Ok, bon. Alors, je vais essayer de dire par étapes comment il faut raisonner. Donc, on crée un nouveau fichier. On le sauvegarde, ça devient un peu la routine. Dites-moi, maintenant plus ou moins aussi. Ok, dites-moi si jamais il y a un endroit où vous voulez plus de précision ou quoi, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Parce que là, on va faire exprès de faire un peu comme si c'était un exercice. Donc on commence, on sauvegarde le fichier, on lui donne un nom qui a un sens. euh, R cercle. Voilà. Donc là, on a un nouveau fichier qui s'appelle R cercle. Dedans, il faut réfléchir d'abord qu'est-ce qu'on va faire. On veut, la consigne, c'est ça. C'est euh, calculer l'aire d'un cercle de rayon aléatoire, enfin d'un rayon aléatoire en nombre entier compris entre euh, 2 et 10. Voilà la consigne. Donc là, il faut réfléchir. Ok, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable R dans laquelle je stockerai mon rayon. Ça, oups, ça, on le sait déjà. On veut une variable R dans laquelle on stocke ce rayon. Ensuite, on veut afficher l'aire du rayon. Donc on réfléchit comme ça, on se dit, ok, maintenant, comment je vais faire pour ce rayon? Je vais devoir mettre un nombre aléatoire dedans. Donc nombre aléatoire, nickel. Nombre aléatoire, c'est... Mais je t'ai rien demandé. Chut, truc qui me pop. Oui, donc un nombre aléatoire, ça vient du module random, comme on a vu avant. Donc on va faire import random. Ça, c'est le module random. On sait que maintenant, avec ce module importé, on peut créer des nombres aléatoires. Ça, c'est cool. Maintenant, on aura sans doute besoin de pi, parce que l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Donc, on va importer le module math, parce qu'on sait que pi, il est dedans. Donc, on va importer math. Et maintenant qu'on a ces deux modules, on peut commencer. On a tout ce qu'il faut. Donc, on va créer le rayon, comme on avait vu avant. Dans ce rayon, on va mettre un nombre aléatoire compris entre 2 et 10, il me semble que j'avais dit. Donc on va utiliser le module random et dedans on veut la fonction pour générer un nombre entier. Putain, je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. On va faire genre, hein. Comme ça, on peut voir comment on aurait fait. Donc on va faire random
int Python. On va écrire hop, et là, hop, on retrouve la fonction, comment ça marche, randit, start et end, et les deux, ça doit être des nombres entiers. Donc il est dans le module random, parfait, ça c'est ce qu'on veut. Parfait, donc on sait. Ça va être dans la partie. Donc là, il nous montre un petit exemple, c'est parfait. R1, random entre 0 et 10, un nombre aléatoire entre 0 et 10. Ok, parfait, nickel. Donc on sait comment générer, c'est avec randint, parfait. Ça, vous pouvez toujours faire, hein, chez vous, vous cherchez sur Internet et ça vous dit comment faire après. Ça vous rappelle comment utiliser. Après, il ne faut pas chercher directement comment faire tout le programme. Il faut chercher petit à petit. Comme ça, on sait exactement quelle partie cibler. Il y a plus de chances que quelqu'un ait voulu générer un nombre aléatoire entre 0 et 10 que quelqu'un qui ait voulu générer un nombre aléatoire, calculer l'air et l'afficher après. Donc, en fait, par chercher par petits bouts, ça vous donne les petites réponses et après, vous pouvez tout assembler. Donc on veut entre 2 et 10. Hop, maintenant on sait grâce au site que les deux bornes sont inclus, donc c'est cool. Puis même on a fait le test avant. Et maintenant on veut dire une nouvelle variable qui s'appelle r. Et l'r c'est pi, donc on va prendre math.pi, ça on se rappelle, on va dire. De nouveau, il n'y a pas les parenthèses, vous vous rappelez pourquoi? C'est pas une fonction, c'est juste un nombre. On va juste chercher le nombre pi, et pas la fonction. S'il n'y a pas de fonction pi, ça veut rien dire. C'est juste un nombre qui est stocké. On multiplie pi par le rayon, et le rayon, en fait, on voulait qu'il soit au carré. Donc la puissance, je crois que c'est ça. Euh, je vais juste vérifier. Du coup, comme on ne sait pas comment c'était la puissance, on va dans l'aide-mémoire. Aide-mémoire, on l'ouvre. Oups, j'ai fait le faux truc. Je vais voir quoi? Ah merde. Je vais voir avec un autre truc, c'est pas grave. Ça, c'est un autre éditeur que Python. Donc, puissance, évidemment, je ne l'ai pas noté. Ok, nickel. C'est un truc qui manque sans doute dans mon machin. Comment faire une puissance? Donc on tape power Python. Donc je pense qu'il y a soit un module math, soit on peut directement utiliser les opérateurs. Voilà, donc là on a la liste des opérateurs, très bien. Donc ça c'est génial. On a le plus, le moins, changer de signe, multiplication, et la puissance c'était bien 2 étoiles comme j'avais fait. Donc je me rappelais visiblement. Donc clair, ça se calcule comme ça. Et après on va juste afficher, une petite phrase pour bien faire comprendre qu'est-ce qu'on a fait, à savoir l'aire du cercle de rayon. Et là, on va afficher la valeur du rayon. euh, et, là, on va afficher l'air. Et après, on va afficher un point pour dire que c'est la fin de la phrase. Donc là, on doit remplacer du texte. Enfin, on doit convertir le rayon en texte et convertir l'air en texte pour pouvoir faire l'addition, comme on a vu plein de fois. Et on arrive gentiment à un petit programme sympa qui calcule l'air d'un rayon, enfin d'un cercle de rayon aléatoire. L'air du cercle de rayon 10 et 314 machin machin. C'est logique parce que pi r carré, on met 10 au carré, ça donne 100, et pi fois 100, ça donne bien 314. Donc là, on a réussi à faire ça. On va juste tester, voir si ça change bien de chiffre quand on refait. Voilà, là on a l'air du cercle de rayon 2. Et comme ça, on a directement l'air d'un cercle de rayon aléatoire. C'est pratique. Et maintenant, si on veut l'air d'un cercle, mais pas de rayon aléatoire, mais de rayon, là je vais commenter, ça c'est pour faire un commentaire. Je sais pas si je vous avais déjà expliqué. Ça c'est simplement pour dire au programme, tu t'en fiches de cette ligne. Tu mets un hashtag devant, et toute cette ligne, tout ce qui est en rouge, il va s'en foutre. Et après, il se fait comme si ça n'existait pas. Ça c'est assez cool si vous voulez écrire des choses. Par exemple là, on fait euh, formule du rayon, enfin de l'air, c'est 2 pi r. Et voilà, là on peut écrire quelque chose, et lui il s'en fout de ça. C'est juste un truc comme ça. Donc là, j'ai pas envie qu'il fasse ça. J'ai envie que le rayon, ce soit moi qui le donne. Je veux dire R égale. On va dire que c'est un nombre à virgule qu'on peut donner comme rayon. Et on va demander à l'utilisateur d'entrer un rayon. Et le rayon qui va devoir entrer, on va juste lui mettre une petite phrase. Entrer un rayon.
Et donc là, pour tous les exercices futurs où vous aurez besoin de calculer l'aire d'un cercle, vous pouvez simplement entrer les rayons, par exemple 8, et voilà, l'aire d'un cercle de rayon 8, ça vous donne la réponse. Donc ça c'est top. Comment mettre le mètre carré avec m, mais avec la puissance OM? Alors, si je vois pas ce que tu veux dire, tu veux mettre l'unité? Je sais pas comment on fait l'unité puissance, mais si tu veux mettre quelque chose au carré, en tout cas, tu fais exactement comme ça. Tu prends une valeur et tu la mets au carré. Ça, c'est comme mettre au carré sur ta calculatrice. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. À la fin de la phrase, par exemple là, comme unité directement dans le texte, je sais pas comment tu fais. Il y a sans doute une touche sur laquelle tu peux appuyer. Ça doit être ça. Voilà. Bon, moi, je l'ai sur mon clavier en fait. Il y a une touche carré sur mon clavier. Après, je sais pas comment tu la mets. Mais ça, c'est du texte directement. Donc, au pire, tu vas sur Google, tu tapes mètre carré. Là, il va comprendre M2, génial. Euh, mètre carré. Voilà, là tu copies le mètre carré et tu le colles ici si tu veux. Et là tu as le mètre carré. Mais ça c'est du texte, de toute façon tu peux écrire ce que tu veux dedans. Est-ce que c'est clair Gaël? Ok, parfait. Donc voilà, là c'est une manière de faire aléatoire. Donc si j'enlève le commentaire de ça, ça va revenir à la manière de faire aléatoire. Et si on remet le commentaire comme ça, il ignore. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça c'est comment faire l'air d'un cercle avec des trucs qu'on a utilisés, qu'on a appris. Quand on commence à pouvoir faire des trucs assez sympathiques, c'est assez cool. Et donc, voilà, voilà. Euh, on va encore voir quelques petits trucs. Euh, ouais, ça c'est cool. On va voir comment faire des choses en boucle maintenant. Donc ça, c'est un truc très important dans le Python à comprendre. C'est comment faire des boucles et comment faire des choses en boucle. Euh, donc, faire des boucles, il y a plusieurs manières et on va en voir plusieurs parce qu'il y a différentes utilisations pour chacune des manières. Mais une manière assez basique et assez facile à comprendre, c'est les boucles while. Ça s'appelle comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je crée de nouveau un nouveau fichier, etc. Euh, je trouve toujours pas mon truc. Voilà. Boucle while. Oups. Ok, donc clavier s'est changé. While. Hop. Et donc, on va voir comment faire des choses en boucle. Ça, c'est très intéressant pour nous parce que on peut faire des choses plusieurs fois sans avoir à les réécrire nous-mêmes. Par exemple, si on voulait écrire, on va faire ça. On va essayer de se mettre en tête d'écrire les nombres de 1 à 5. Donc, on peut faire x égale 1. Oups, égale 1. Et après, on va faire print x. Hop. Après, on va dire x, il est égal à x moins 1. Et on va, plus 1, pardon, on a dit de 1 à 5. Pas de 5 à 1. Et on va de nouveau afficher x. Oups, je l'ai carrément déplacé, c'est pas ça que je vais faire. Ok, etc., etc. Donc maintenant, je vais juste recopier ça, le coller, le coller, le coller. Je sais plus à combien on est là. On va essayer. Ok, là j'ai fait de 1 à 6, donc je vais en enlever 1, parfait. Là, j'ai écrit les nombres de 1 à 5. Mais quand on fait ça, on doit bien se dire qu'il y a quelque chose de plus malin à faire que de juste copier-coller 5 fois le truc. Ça fait un peu con de faire ça. Je veux dire, c'est pas du tout joli, c'est stupide. Donc oui, il y a moyen de faire ça beaucoup plus efficacement avec une boucle. Donc généralement, quand vous avez besoin de copier-coller, c'est qu'il y a un petit problème et que ce serait plus intelligent de faire une boucle. D'ailleurs, juste au passage, je vais juste vous montrer une petite technique. Euh, si vous voulez faire x est égal à x plus 1, vous pouvez directement faire x plus égal 1. Donc ça veut dire exactement la même chose que x égale x plus 1. Donc là, si je lance le programme, vous voyez que ça fait 1, 2. Parce que là, ça a ajouté 1 à x. Et vous pouvez faire la même chose avec moins. Vous pouvez faire moins égale 1. Ça va marcher, ça va donner 0. Vous pouvez faire fois égale 3. Donc là, ça va faire exactement x est égal à x fois 3. C'est une manière de faire qui est un peu plus rapide. Voilà, c'est juste une petite technique. Donc nous, on va refaire ce programme de manière intelligente maintenant avec des boucles.
comment faire ça? On va utiliser les boucles while. Donc while, vous voyez, vous l'écrivez, hop, ça fait un petit orange. Orange, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la même couleur que les if. C'est la même couleur que les true. C'est la même couleur que les false. Donc tout ça, c'est lié. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça de la même couleur, les mecs. C'est parce que quand vous écrivez après ce while, vous allez écrire une condition. Donc une condition, c'est vrai ou faux. Ou bien c'est quelque chose qu'on calcule. Donc en l'occurrence, on veut faire quelque chose tant que x, notre valeur, que notre valeur elle vaut 1 au début, hein. Tant que notre valeur, ça veut dire tant que, hein, while en anglais si jamais. Tant que notre valeur de x, elle est pas, tant que notre valeur de x elle est plus petite que 6, parce qu'on veut aller jusqu'à 5, tant qu'elle est plus petite que 6, bah on va continuer de faire ce qu'on veut faire. On va dire que tant que x est plus petit que 6, simplement, hein, on écrit les mots commission, alors, et là vous voyez que ça m'a décalé. C'est comme avant, avec les if et les else. Dès qu'on écrit quelque chose avec 2 points, il faut que ça se décale. Et tout ça, ça va être dans la boucle. Tout ce qui sera décalé. Si j'écris quelque chose pas décalé, ce sera plus dans la boucle. Donc tant que x il est plus petit que 6, alors on va faire ce qui va suivre. Donc on va afficher x d'abord. Et après, on va ajouter 1 à x. Oups. Voilà. Et on va lancer le programme. Et on a les nombres de 1 à 5. C'est génial. Beaucoup plus court qu'avant, beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple. Et pour essayer de bien vous montrer qu'est-ce que c'est cette histoire d'indentation et de petits trucs ici, là je vais écrire quelque chose d'autre après. Print. Ça vous pouvez toujours le faire pour vous retrouver, hein. Fin du programme. Voilà. Et là si vous lancez, vous voyez que ça c'est plus dans la boucle. Alors que si, là, attends, je vais juste vous montrer. Voilà, là c'est plus dans la boucle, vous voyez. Alors que si je l'avais décalé de 1, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bah, il se serait passé qu'à chaque fois, on aurait écrit fin du programme. Parce que c'est dans la boucle en fait. Donc dans la boucle, ça veut dire qu'il va le faire avec les autres instructions. Alors que juste le fait de le décaler, c'est plus dans la boucle et du coup ça l'écrit que une fois que la boucle est finie. Ça c'est quelque chose qu'il va lire. Il va lire ça en fait tant que x est pas plus petit que 6, il va continuer de lire ça en boucle. Et quelque chose qu'il faut faire très attention avec ça, imaginons qu'on n'ajoute pas 1 à 6. Là, on dit juste, on n'ajoute pas 1 à x. Et là, on dit juste, on affiche x. Bah là, ça va créer une boucle infinie, parce qu'évidemment que x, il sera toujours plus petit que 6, vu que x, il vaut 1. Et donc, vous allez voir, ça va créer un truc bordélique comme pas possible, et ça va m'écrire des 1 à l'infini, en fait, vu que j'ai jamais demandé qu'il s'arrête. Donc ça, il faut faire attention avec les boucles while, ça ne s'arrête jamais tant que vous ne l'avez pas demandé. Donc il faut toujours bien réfléchir, est-ce que ma boucle, elle s'arrête à un moment ou à un autre? Mais parfois, quelque chose qu'on veut faire, c'est pas créer avec une variable, c'est juste à un moment, on veut que la boucle s'arrête. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser l'instruction break. Donc on va dire while true, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut dire je veux que cette boucle continue pour toujours. Ça revient exactement à ce qu'on a fait avant quand ça a défilé à l'infini. Vous voyez, oui là j'ai plus défini de x. On va dire coucou. Donc là ça va m'écrire coucou à l'infini. Parce que est-ce que vrai c'est toujours vrai? Bah oui. Je dis tant que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Donc ça va continuer. Après, c'était peut-être pas très intelligent. Je vais refaire le programme propre et je vais le sauvegarder comme ça parce que ça c'est un programme très pratique et je vais vous le laisser tel quel. Je vais même laisser fin du programme. Voilà. On va en créer un nouveau. Ce sera plus intelligent que de supprimer celui-là. Comment je vais l'appeler? Euh, je vais l'appeler boucle while et on va étudier l'instruction break. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Break, ça veut dire casser en anglais. Donc ça vous donne déjà une indication. Donc comme je disais, si j'écris while, donc là c'est une condition, hein, il va soit retourner true, soit retourner false, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si j'ouvre IDLE et que j'écris est-ce que 3 c'est plus petit que 2? Faux. Mais est-ce que 2 c'est plus petit que 3? True. Donc en fait là ce qu'il va faire c'est qu'il va remplacer ma question en quelque sorte, ça c'est comme une question qu'on pose, par le résultat.
Donc ce qu'on peut faire, c'est nous-mêmes le remplacer par le résultat. On va dire, je veux que tu fasses ça tout le temps. Et je veux que tu affiches tout le temps euh, coucou, on va dire. Coucou. Hop. Donc vas-y. Et donc là, il va jamais m'écrire fin du programme, il va toujours m'afficher coucou en boucle jusqu'à ce que mon ordinateur il ait plus de place. Ou jusqu'à ce qu'il y ait un problème, que j'éteigne mon ordi, etc. Donc nous, c'est pas exactement ce qu'on veut. On veut à un moment pouvoir sortir de cette boucle et d'afficher fin du programme. Donc pour ça, on peut dire, on peut de nouveau, on peut définir. J'ai pas compris pourquoi tu as remplacé par true. J'ai remplacé par true juste pour faire quelque chose qui continue à l'infini. C'est juste ça. C'est écrit while true. While, c'est tant que. Et en fait, tant que, cette instruction while, elle va continuer à faire en boucle ce qui est décalé. Là, ce qui est décalé, si tu veux. Elle va continuer de le faire en boucle tant que là, ça renvoie true, cette instruction-là. Donc si j'écris true, ce sera toujours true. Mais si j'écris une question, comme j'avais fait ici, euh, comme j'avais fait ici, là je pose une question. Donc à chaque fois, il va faire ça, il va se poser la question. Est-ce que x il est toujours plus petit que 6? Ah, bah oui, il est plus petit que 6, donc je continue. Et tant qu'il n'est pas plus petit que 6, ça veut dire exactement ça, hein. Tant qu'il n'est pas plus petit que 6, tu continues. Et après, il sera plus grand, enfin, disons, il sera égal à 6 au bout d'un moment, ce x. Et dans ce cas-là, ça vaudra false, et du coup, il va passer à la suite. Dès que ça vaut false, il repasse à la ligne d'après. J'espère que c'est clair. Donc là, je vais refaire une variable, et je vais vous montrer un autre moyen de s'arrêter quand x il vaut 6. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais purée, c'est mon clavier, il change tout seul. Ok, hop. Voilà, donc x il vaut 1, on va dire. Et je vais afficher 5 fois le mot coucou. Donc là, je peux faire un petit test. Je peux faire if x est plus petit que 6. Ah non, on va dire if si x est plus grand que 5, on va dire. Alors, tu vas break. Break, c'est une nouvelle instruction qui est en jaune parce qu'elle est liée à while. Donc vous voyez, c'est de nouveau lié. Ces trucs qui sont liés entre eux parce qu'ils sont les deux jaunes ou orange. Ouais, c'est plutôt orange en vrai. Et ça va arrêter la boucle. Dès que vous rencontrez le mot break, la boucle elle s'en fout de ça et ça s'arrête. Ça arrête la boucle et ça passe à la suite. Donc bon là j'ai pas augmenté x, donc là ça va continuer à l'infini parce que là j'ai juste pas augmenté x, donc x va toujours valoir 1. Mais je peux dire x égale à, on va mettre le petit raccourci x plus égale 1. Et là ça devrait m'écrire 5 fois coucou. Et après fin du programme. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, ça marche. Donc là, c'est un peu stupide, ce truc-là. Ça n'a pas trop de sens de faire ça comme ça quand on peut directement le mettre là-dedans. Tant que x est plus petit que 6, ça fait exactement la même chose, ça. Ça, c'est plus logique de le faire comme ça, mais c'est juste pour montrer l'instruction break, comment on l'utilise. Donc je vais laisser ça comme ça. Est-ce que tout le monde a bien compris comment ça marche, ce truc? Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas trop de questions. Alors maintenant, on va finir le cours comme ça. On va faire un petit programme qui est une calculatrice. Ça, c'est assez stylé. C'est comme une calculatrice, comme notre calculatrice de l'école, avec beaucoup moins d'opérations, mais c'est un petit programme assez pratique. Donc on va créer un programme euh, qui s'appelle calculatrice et on va le modifier. Donc, ouais, t'inquiète Seb, si tu veux y aller à tout, je finis, c'est bientôt fini de toute façon, c'est juste la calculatrice et après on a fini. Non, t'es pas toujours obligé de mettre un if pour mettre un break. Si tu veux, tu peux break direct quand tu as commencé la boucle. Je vais te montrer avec ce programme-là. Là, on a mis un if. Mais si tu veux, tu peux juste mettre break direct après. Donc là, ça va faire coucou, ça va augmenter x de 1 et ça va s'arrêter. Donc ça va rien faire comme boucle en fait. Ça va juste faire exactement si tu n'avais pas mis de boucle. C'est juste break, c'est une instruction. Quand tu la mets dans une boucle, ça arrête la boucle. C'est ça, concrètement. Je sais pas quoi te dire, Maya. Je sais pas comment régler ton problème. Ouais, tu peux essayer de faire ça.
ou bien tu peux désinstaller sur ton ordi et réinstaller sur ton ordi. Tu peux essayer de faire comme ça. Je sais pas quoi te dire. Donc on va faire une calculatrice. Donc d'abord, on va demander, déjà on va le faire pour une question, une opération. Donc on va euh, lui expliquer, le concept à l'utilisateur. On va dire, tu peux utiliser l'addition et et la soustraction, on va faire. Donc, écrit add pour ajouter, pour additionner, ou subtract pour soustraire. Ok. Et là, on va lui demander en fait, on va pas faire un print, on va plutôt faire input. Oups. Et on va faire opération. Ça va s'appeler opération égale. Donc là, est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire? J'ai créé une variable qui s'appelle opération et je vais demander à l'utilisateur d'écrire add pour additionner les deux nombres ou subtract pour soustraire les deux nombres. Ensuite, je vais demander d'écrire le nombre 1. Donc nombre 1 égale, on va dire que c'est que des, on va mettre que c'est des nombres à virgule. Input, oups, entrée le premier nombre. Hop et hop. Donc là, on a l'utilisateur qui entre une opération, qui entre le premier nombre et qui entre le deuxième nombre. Donc il va soustraire le premier, il va soustraire le deuxième au premier, on va dire. Voilà. Donc là, on a déjà trois trucs qu'on demande à l'utilisateur. Et après, on va faire, on va utiliser if. On va dire si ton opération c'est add, alors on va additionner le nombre 1 au nombre 2 et afficher les résultats. On va mettre le résultat de l'addition des nombres et on va ajouter str du nombre. Donc on veut convertir le nombre 1 plus le nombre 2, mais on va faire ça comme ça. On va écrire résultat est égal à nombre 1 plus nombre 2. Est-ce que c'est clair tout ça? Je pense que oui. Dites-moi si vous avez des questions, je regarde en même temps. On va écrire le résultat. Voilà. Donc là, on a fait l'addition. Maintenant, on va faire, si c'est la soustraction que j'ai demandé. Oups, j'ai coupé une lettre. C'est la soustraction, donc si c'est subtract qu'il a rentré le mec, on va écrire sub, ce sera plus simple. On va mettre des petits... faut faire comprendre à l'utilisateur que c'est ça qui doit rentrer concrètement. Donc on va mettre des guillemets pour faire comprendre que c'est ce texte-là qui doit rentrer pour que ça fonctionne. Résultat, c'est nombre 1 moins nombre 2. Au lieu de remettre le if, on aurait pu mettre else. Alors, c'est une très bonne remarque. On aurait pu mettre else parce que et ne pas mettre ça parce qu'il n'y a que deux options. Donc là, on aurait pu mettre else
Parce qu'il y a soit add, soit autre chose. Donc ça, c'est une très bonne remarque. Oui, tu peux mettre else. Maintenant, imagine le mec, il a pas mis sub, mais il a mis, j'en sais rien, il a mis fleur. Ça n'a rien à voir. Le mec, il a mis fleur, tu sais, tu vas pas soustraire. Il faut lui dire qu'il n'a pas entré quelque chose de possible. Et effectivement, t'as bien compris, t'as anticipé ce que j'allais dire. Il faut mettre elif, parce que ça peut pas être le premier, ça peut être. Mais si c'est pas le premier, est-ce que ça peut être sub? Oui, c'est exactement ça qu'on veut tester. Et t'as raison, c'est bien plus pertinent de mettre elif que de remettre un if. Le résultat de la soustraction des nombres est str résultat et la fin de la parenthèse. Là, on la voit plus. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et maintenant, else, parce qu'il a peut-être entré autre chose. Et là, tu lui mets print. euh, Tu mets print et tu mets l'opération. Il y a 2P ou pas? Bon, on s'en fout. Opération que vous avez entrée est incorrecte. Putain, c'est fou comme je sais pas écrire. Je suis sûr que j'ai fait 20 fautes dans cette phrase. Ok, un seul P, génial. Et deux R. Est-ce que j'ai fait une autre faute? Je sais pas. Je sais plus ce que j'ai fait. Putain, c'est stupide. Ok, c'est bon. Donc, l'opération que vous avez entrée est incorrecte. Et là, on a un truc qui est censé marcher, normalement. Et on va tester. Est-ce que ça marche? Effectivement, on a créé une calculatrice qui permet de se soustraire ou d'additionner. On va faire add. Là, je remarque que j'ai oublié de mettre un petit espace. Ici. Et là, j'ai oublié de mettre deux points espace. Deux points espace pour que ce soit plus joli. Donc, on veut ajouter. On va relancer le programme parce que ça me perturbe trop. Voilà. Donc, on va faire add pour ajouter. Entrer le premier nombre. On va dire qu'on va ajouter 1 plus 2. On va faire 1. Entrer le deuxième nombre 2. Le résultat de l'addition des nombres est 3. Voilà, c'est parfait, on a notre résultat. Donc là, c'est 3,0 et le point de la phrase, si jamais, hein, faut pas confondre. Parce que comme j'ai dit que c'était des nombres à virgule, il va me renvoyer un nombre à virgule. C'est pour ça qu'il y a le virgule 0. Donc, on va essayer avec la soustraction, voir si ça marche. Donc, sub, pour soustraire. Le premier nombre, on va mettre 2. Et le deuxième nombre, on va mettre 1. Et le résultat, c'est 1,0. Donc c'est parfait, ça marche bien. Maintenant, comment faire tout ça mais en boucle, parce que j'aimerais que ça continue. J'aimerais pas devoir relancer le programme à chaque fois que je veux faire un nouveau calcul, c'est stupide, dans les calculatrices, il n'y a jamais besoin de faire ça. Et bah, on reparle de la boucle. Donc là, ce que je fais faire, c'est que, je sais pas si vous avez vu, j'ai sélectionné tout le texte et j'ai appuyé sur la touche Tab, ça décale tout d'un coup. Ça, c'est assez pratique. Vous pouvez simplement sélectionner une partie du texte, par exemple si je veux décaler que les trois premières lignes, je les sélectionne et après j'appuie sur Tab et ça les décale. Donc moi j'aimerais tout décaler, parce qu'on aimerait faire tout ça en boucle. Et après, je vais créer une boucle. Sauf que maintenant, on avait vu qu'il faut faire attention. Attends, t'as mis float comme ça aurait pu être int. Oui, effectivement, là, j'ai décidé que c'était une calculatrice qui calculait avec des nombres à virgule. Mais si tu veux faire une calculatrice qui calcule que avec des nombres entiers, tu peux mettre int à la place de float ici, et ça calcule que des nombres entiers. Donc oui, c'est possible. Ok, de rien. Donc là, on va créer une boucle. Donc on va faire tout ça en boucle, vous voyez que c'est tout décalé. Et on va mettre un petit message à la fin. On va dire, je sais rien, merci d'avoir utilisé cette calculatrice. Voilà, on va faire ça. Et donc là, on a quelque chose. Oups. On a quelque chose qui va faire ça en boucle, mais il faut un moyen d'en sortir de cette boucle. Comment on va s'en sortir? Parce que là, on n'a pas de X qui augmente, qui permet de sortir, etc. On va utiliser le truc break qu'on a vu juste avant. La formulation break. Et donc, on peut la mettre ici. On va mettre pour soustraire.
et on va mettre euh, quit pour quitter. Vous voyez où je veux en venir? On va faire un nouveau test, un nouveau elif. Et si l'opération c'est ni sub ni add mais que c'est quit, alors on va casser la boucle avec la formation break. Et là, on a une vraie calculatrice fonctionnelle. Donc on me demande d'écrire add pour ajouter ou sub pour soustraire. Ça pourrait très bien être les touches sur la machine de votre calculatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je vais taper add. Je vais ajouter 5 et 4. Donc, le résultat c'est 9. Je vais soustraire maintenant quelque chose. Je vais soustraire 9 et 8. Le résultat c'est 1. Et maintenant j'ai besoin de la calculatrice. J'écris quit. Ah ok, nickel. Donc quit, visiblement, c'est réservé parce que vous avez vu, il l'a mis en violet. Ah non, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. En fait, ce test-là, il n'est pas très logique de le faire là. Ça, c'est l'opération. Mais en fait, j'ai pas envie qu'il me demande le nombre 1 et le nombre 2 si j'ai dit que je voulais quitter. J'ai pas de nombre à entrer. Donc en fait, ce test, je vais le faire avant de demander des nombres. Je vais directement te mettre, si le mec il a écrit quit, alors tu t'arrêtes là. Et s'il n'a pas écrit quit, alors tu peux choisir nombre 1, nombre 2, etc. Donc voilà, là ça devrait marcher un peu mieux. Juste mettre ça au propre. On y va. Donc on va écrire add, on va ajouter 1 et 2. Ok, on va écrire sub pour tester sub. 3 et 1, ça marche bien, c'est 2. Et on va écrire quit pour quitter. Et merci d'avoir utilisé cette calculatrice. Voilà, j'ai oublié le point à la phrase, mais sinon, c'est fini. On a fait notre propre calculatrice de A à Z. On a juste fait l'addition et la soustraction, mais on pourrait très bien faire la multiplication, rajouter un elif et utiliser ici une multiplication. Alors, c'est une bonne remarque aussi, Gaël. Est-ce que je devrais mettre un else pour faire tout ça? Alors oui, c'est possible. En fait, tu peux mettre else ici, else, deux points, et ici tout décalé. Ça marchera exactement pareil, mais t'es pas vraiment obligé de faire ça. Donc ça, tu peux le faire. Ça revient exactement au même. Si c'est pas quit, alors tu fais ça. Mais là, c'est pas très intéressant parce que c'est pas vraiment qu'il y a il y a des choix et des cas, etc. Là, on va juste vérifier. Si c'est quit, tu quittes. C'est juste ce qu'on lui demande. S'il a écrit quit, le mec, alors tu t'arrêtes. Mais je devrais pas écrire quit parce que c'est un mot réservé, visiblement. Je vais utiliser stop. Parce que si vous regardez, quand j'écris quit quelque part, il le colorie en violet, comme les prints, etc. C'est-à-dire que c'est un truc qui est utilisé par Python. Comme print, c'est peut-être une méthode de quelque chose, je la connais pas. Mais on va utiliser stop, parce que c'est mieux d'utiliser des mots qui sont pas réservés. C'est comme si on voulait utiliser float ou input, ça n'a pas trop de sens. Donc on va utiliser stop. Donc voilà, là on veut juste faire un petit test, juste pointage, genre est-ce que tu as écrit stop? Non, ok c'est bon, alors on s'en fout. C'est juste un test ça, il faut voir comme un test. De toute façon, le break, ça va casser toute la suite. Maintenant, effectivement, si on n'avait pas la boucle, tu serais obligé de faire ça. Par exemple, imagine tu as lancé le programme mais t'as pas fait exprès et que tu n'avais pas fait de boucle, tu en étais comme avant, bah là tu aurais été obligé de mettre un else. Mais comme break, ça arrête la boucle, ça va de toute façon pas faire ce qu'il y a après. Je sais pas si c'est clair, mais j'espère que oui. Donc, voilà, je pense qu'on a bien avancé. Euh, j- J'espère que vous avez compris. Pour la prochaine fois, comme j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire cette fois, mais que ça fait déjà 1 heure et demie que je fais le cours, je vais m'arrêter là. Pour la prochaine fois, vous pouvez essayer d'ajouter la multiplication et la division à ce programme. Ça, c'est un petit exercice. Maintenant, je vais mettre tous les programmes sur le Discord. Hop, je vais les mettre dans non, horaire et information. Juste enlever intervertir. Hop. Hop. Voici tous les programmes rédigés
Alors, une question. Merci beaucoup en tout cas, t'inquiète, c'est pas de problème. J'espère que vous arriverez à rajouter l'addition et la soustraction. Et puis, pardon, la multiplication et la division à la calculatrice. Et que vous avez bien compris les concepts, etc. Et voilà, je vais mettre le lien de la vidéo disponible. Et puis, ouais, ciao ciao, j'espère que vous avez bien compris.